Bonjour et bienvenue. Cette séquence d'apprentissage s'adresse aux élèves des 4e années secondaires, section scientifique. Aujourd'hui, nous allons traiter les structures de données. Mais avant de commencer, je vous informe que toutes les connaissances de cette leçon seront présentées par M. Mansour Jamli, professeur principal émérite au lycée secondaire Menzel Mhiri, à la région de Kirouan. Et ceci sous la direction pédagogique de M. Abdrazak Bazawi, inspecteur général aux écoles préparatoires et lycées secondaires en informatique. On commence par présenter cette leçon sous forme de 2 points essentiels. Au début, on va traiter les constantes et les variables, et ensuite, on va voir les types de données. Pour cela, on tient à rappeler qu'un programme, c'est un ensemble d'instructions qui manipulent des données. Ces données-là peuvent être des constantes ou des variables. On rappelle aussi qu'une constante, c'est un objet dont la valeur reste inchangée durant l'exécution du programme. Alors qu'une variable, c'est un objet qui peut changer de contenu au cours de l'exécution et qui peut avoir un type. Par exemple, entier, réel, booléen, caractère, chaîne de caractères, etc. Par la suite, lorsqu'on utilise un objet dans un programme, on doit le déclarer. Et pour voir la déclaration d'un objet, comment ça se fait, on va voir l'exemple suivant. Donc, je lis l'énoncé de l'activité, soit l'algorithme suivant permettant de saisir la masse M d'un solide, de calculer et d'afficher le poids P correspondant à cette masse-là. Donc, la formule qui nous donne le calcul du poids, c'est connu pour tout le monde. On dit P égale M fois G. Et là, tous on connaît bien que G, c'est la constante de pesanteur. Pour cela, voilà notre algorithme qui va résoudre ce problème. Et là, on pose une question. Classer les objets utilisés par cet algorithme dans le tableau suivant. Donc là, on va essayer de détecter tous les objets utilisés et de les classer. Chaque objet, il est ou bien constante ou bien variable. Bien sûr, l'objet M, c'est une variable. Pourquoi? Parce qu'on a introduit ça à l'aide de l'action lire. L'objet suivant, c'est l'objet P, et c'est aussi une variable puisque c'est le résultat d'une action d'affectation. Et enfin, l'objet G, on a déjà dit que G, ça représente la constante de pesanteur. Par la suite, G, il est déclaré, il est classé en tant que constante. Ensuite, une deuxième question qui demande de déclarer chacun de ces objets-là en algorithme et en Pascal. Et pour faire la déclaration, on a besoin de tracer le tableau de déclaration des objets. Au niveau de ce tableau, on va essayer de mettre chaque objet en mentionnant le nom au niveau de la première colonne, ensuite le type de chaque objet dans la colonne 2, et enfin la troisième colonne, ça sert à mettre le rôle de l'objet dans le programme. Donc pour l'objet M, c'est une variable de type réel, puisque ça va contenir la masse. L'objet suivant, c'est l'objet P. C'est aussi de type réel, puisque P est calculé à l'aide de la formule M fois G. Donc, c'est un réel qui sert à stocker le poids du solide. Et finalement, on a l'objet G. On a déjà dit que c'est une constante. Pour cela, au niveau de la colonne 2, on met constante égale 10, puisqu'on a pris la valeur de G comme étant égale à 10. Par la suite, on va passer à la déclaration en Pascal. Donc, comment on fait la déclaration en Pascal des objets contenus dans le tableau TDO? Voilà, donc on essaie de traduire notre algorithme en Pascal. Une compilation est nécessaire là pour détecter les erreurs qu'on peut avoir dans notre programme. Donc, la première compilation nous indique l'erreur suivante. Voilà, comme vous regardez bien, comme vous voyez là, le curseur, il est au niveau de l'objet M et l'erreur s'appelle identificateur inconnu. Comment résoudre ce problème-là? Un identificateur inconnu, ça veut dire
qu'un objet n'est pas encore déclaré. Pour cela, on doit déclarer l'objet M. Là, on a besoin de revenir au tableau TDO pour voir M, il est de quel type. Donc, M est déclaré de type réel. Pour cela, on doit déclarer notre variable au niveau de la partie var à l'aide du mot-clé var et on met le nom de point real pour dire que c'est de type réel. Donc, var M, real et on finit par point virgule. Compilation. Compilons une autre fois notre programme. Donc, là, une autre erreur, c'est le même nom d'erreur, mais c'est au niveau de la ligne suivante. Et là, c'est l'objet P qui n'est pas déclaré, puisque c'est le même nom d'erreur, donc identificateur inconnu, et on a dit déjà que ça veut dire qu'un objet n'est pas déclaré. Donc, on déclare l'objet P comme suite, puisque c'est de même type que M, donc ça sera déclaré à côté de M, de même type, donc c'est une variable de type réel. Et notre compilation nous indique le même type d'erreur, mais cette fois-ci au niveau de l'objet G. On revient au TDO. G est déclaré en tant que constante égale à 10. La déclaration d'une constante se fait à l'aide du mot-clé const. Donc, on ajoute const, G égale à 10, et on finit par point virgule. Et une dernière compilation qui nous donne un résultat compilé avec succès. Donc, notre programme est correct maintenant. On a fini la déclaration des objets nécessaires. Et par la suite, on peut conclure la structure générale ou bien le squelette d'un programme Pascal. Cette structure admet au départ l'entête du programme. Donc, on commence toujours par l'entête du programme dans laquelle on met le nom du programme à la suite du mot-clé programme. Donc, on dit programme, nom du programme, par exemple poids, et on finit par point virgule. Ensuite, on aura la zone de déclaration des objets. Et enfin, on a le corps du programme donc, qui est constitué par l'ensemble des instructions de notre algorithme solution. On passe maintenant à la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui qui s'intitule « Les types de données ». Vous connaissez bien sûr que chaque variable possède un type qui détermine l'ensemble des valeurs qui peuvent y être affectées, ainsi que les opérations possibles sur cette variable. Donc là, on va voir de quoi s'agit un type de données. Donc, on connaît aussi qu'il existe plusieurs types de données, mais parmi lesquels on va étudier aujourd'hui le type entier, le type réel, ensuite le type booléen, puis le type caractère, et on finit par le type chaîne de caractères. Commençons par le premier type, qui est le type entier. Ce type-là est défini par le domaine de valeurs suivant, donc il est formé par un sous-ensemble de Z, et c'est le sous-ensemble commençant à moins 32 768 jusqu'à plus 32 767. Les opérateurs arithmétiques qu'on peut appliquer sur un objet de type entier sont les suivants. Tout d'abord, l'addition à travers l'opérateur plus, la soustraction moins, la multiplication par l'opérateur fois, la division entière à l'aide de l'opérateur div et le reste de la division entière en utilisant l'opérateur mod. Pour le type entier, le langage Pascal nous offre 5 sous-types dont chacun est identifié par un domaine de définition spécifique. Ces sous-types-là sont le type short int, integer, long int, byte et word. Pour la déclaration d'un objet de type entier, on doit mentionner au niveau du TDO le nom de la variable de type entier et au niveau de la colonne type, on met entier. En Pascal, on utilise le mot-clé var, puis nom de la variable, puis deux points, integer et point virgule. Passons maintenant au deuxième type, le type réel. Ce type est défini sur un sous-ensemble de R. Par exemple, voilà quelques nombres réels, 0, moins 5,3, 3,14, 60 fois 10 à la puissance moins 9, 5,2 fois 10 à la puissance 3. Si on prend cette dernière valeur, c'est-à-dire 5200, peut être écrite aussi
sous la forme 5,2 E plus 3. Le caractère E, ou bien la lettre E, se lit 10 à la puissance, ou bien 10 exposants. Les opérateurs arithmétiques qu'on peut appliquer sur un objet de type réel sont les suivants: l'opérateur plus pour l'addition, l'opérateur moins pour la soustraction, la multiplication par l'opérateur fois et la division réelle. Est-ce qu'on peut utiliser les opérateurs div et mod avec un objet de type réel? Là, bien sûr, c'est interdit. Donc, les opérateurs div et mod sont applicables seulement avec le type entier. Pour la déclaration d'un objet de type réel, au niveau du TDO, on met le nom de la variable, puis dans la colonne type, on met réel. En Pascal, on utilise le mot-clé var, suivi du nom de la variable, puis deux points, réel et point virgule. Le langage Pascal offre une bibliothèque de fonctions nécessaires pour faciliter certains calculs arithmétiques. Pour cela, essayons de compléter le tableau suivant pour étudier quelques-unes parmi elles. Donc, on va voir à chaque fois le nom de la fonction en algorithme, sa traduction en Pascal. On prend un exemple pour calculer la valeur retournée et enfin, on déduit le type de chaque résultat correspondant à chaque fonction. Là, on commence par la fonction tronc. Cette fonction nous permet de calculer ou de déterminer la partie entière d'une variable, d'une valeur réelle. En Pascal, elle est traduite par le mot trinc. Si on prend par exemple 6,8, trinc de 6,8, c'est 6. Et comme vous voyez là, donc 6, c'est de type entier. Donc le type de retour de la fonction tronc, c'est entier. La fonction frac, elle permet de calculer la partie fractionnaire. Donc, elle détermine la partie décimale d'un réel. Par la suite, en algorithme, elle est codée aussi par le mot frac. Si on prend l'exemple 2,8, frac de 2,8, c'est 0,8. Et on déduit de là que le type de retour, c'est réel. La fonction round, en Pascal, en algorithme, c'est la fonction arrondie. Cette fonction permet de déterminer la valeur approchée, c'est-à-dire l'entier le plus proche d'un réel. Et là, si on prend 2,5, l'entier le plus proche, c'est 3. Si on prend une valeur, par exemple 2,4, avec une virgule qui est inférieure strictement à 5, ça nous donne l'entier qui vient juste avant. Donc, par exemple, 2,4, c'est arrondi à 2, alors que 2,5, c'est arrondi à 3. Toujours, le type de retour de cette fonction, c'est un entier. La fonction ABS, donc ABS de x, en algorithme aussi on dit ABS de x, elle permet de déterminer la valeur absolue de x, quel que soit son type, entier ou bien réel, mais à chaque fois, le type de retour, c'est le même que x. Donc, ABS de x retourne un résultat de même type que x. La fonction carré, en Pascal, on dit SQR. Donc, SQR de x permet de calculer x au carré. Et le type de cette fonction, c'est le même type que son paramètre. Par exemple, là, le type de retour, ça sera le même que x, que ce soit entier ou bien réel. La fonction racine carrée, en Pascal, on dit SQRT. SQRT de 9, c'est égal à 3,0. Et là, on remarque que le type de retour est un réel, malgré que 9, c'est de type entier. Toujours, la racine carrée, c'est de type réel. Et comme vous connaissez tous, bien sûr, on ne peut pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. La fonction int, en Pascal, on dit int, ça permet de déterminer toujours la partie entière d'un réel, tout comme la fonction tronc, mais la seule différence, on va la remarquer maintenant. Donc là, tronc de 6,8 a donné 6, alors que int de 6,8 a donné 6,0. Et par la suite, le type de retour de la fonction int, c'est un réel. Donc, au contraire de la fonction tronc. La dernière fonction, c'est la fonction alia, qu'on peut utiliser de deux manières différentes. Donc, la première,
on peut utiliser aléa sans paramètre. Donc, on dit par exemple x reçoit aléa. En Pascal, on dit x reçoit random. Cette fonction permet de générer un nombre aléatoire par l'ordinateur. Lorsqu'on l'utilise sans paramètre comme la première méthode, comme le premier exemple, ça génère un nombre qui est compris entre 0 et 1, avec 1 exclu. Par exemple, 0,32. Le type de retour là, c'est bien sûr le type réel. Si on utilise aléa avec un paramètre, comme dans notre exemple, x reçoit aléa de 5, en Pascal, x reçoit un random de 5, et là, le résultat serait un nombre aléatoire entre 0 et 5 exclu. Toujours, le paramètre de la fonction random n'appartient pas aux possibilités générées par l'ordinateur. Par exemple, là, on peut avoir la valeur 2. Et par la suite, lorsqu'on utilise aléa avec un paramètre, le type serait un entier. Passons au type booléen. Le type booléen est utilisé pour caractériser des objets de type logique. Ce type contient deux valeurs seulement, qui sont les deux valeurs logiques vrai et faux, avec vrai traduite en Pascal par le mot true et faux traduite par le mot false. Les opérateurs logiques qu'on peut appliquer sur une variable de type booléen, on va les voir à travers le tableau suivant. Et voilà, donc on a 4 opérateurs logiques. La négation, l'opérateur de négation non, elle est traduite en Pascal par le mot-clé not. L'opérateur de conjonction a, en Pascal, c'est and. L'opérateur de disjonction ou, en Pascal, on dit or. Et finalement, l'opérateur ou exclusif, en Pascal, c'est traduit par le mot XOR. Alors, les valeurs que peut prendre une variable de type booléen sont expliquées à l'aide du schéma suivant, et ça prend les deux états possibles d'un interrupteur dans un circuit électrique. Là, si l'interrupteur est fermé, notre variable aura la valeur vraie. Si l'interrupteur est fermé, on aura la valeur faux. Ça correspond à la valeur faux. Prenons maintenant deux variables booléennes A et B et on va essayer de déterminer les valeurs possibles d'une combinaison de ces deux variables ensemble. Donc, on peut avoir A égale à vrai et B aussi égale à vrai. Une deuxième possibilité, c'est que A égale à vrai et B égale à faux. Ou bien A égale faux et B égale à vrai. Finalement, la dernière possibilité, c'est A égale faux et B égale faux. Par la suite, si on veut appliquer la négation logique, l'opérateur non, à la variable A, on aura, lorsque A égale à vrai, non A égale faux. Même chose là, lorsque A égale à faux, maintenant, le non A donne vrai. Et même chose pour la dernière ligne. Donc, l'opérateur A, lorsqu'on l'applique à ces deux variables, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, on rappelle là que l'opérateur A, ça peut représenter les états possibles d'un montage de deux interrupteurs logiques, de deux interrupteurs dans un circuit électrique. Là, ils sont montés en série. Donc, quand est-ce que la lampe s'allume? Bien sûr, seulement lorsque les deux interrupteurs sont à l'état fermé. Par la suite, on aura vrai seulement lorsque A et B sont égales à vrai. Et c'est le premier cas. Dans le deuxième cas, on aura faux. Aussi là, puisque A égale à faux, finalement, les deux sont égales à faux et le résultat de l'opérateur A, c'est bien sûr faux. L'opérateur suivant, c'est l'opérateur OU. Donc, A ou B, c'est égal à quoi selon vous? Bien sûr, A égale à vrai et B égale à vrai, le résultat, c'est vrai. Lorsque A égale à vrai et B égale à faux, qu'est-ce que ça donne? Donc, vous voyez là le circuit qui est devant vous, ça représente un montage en parallèle de deux interrupteurs. Et là, bien sûr, on aura la valeur vraie, on aura du courant électrique qui passe que lorsque l'un des deux interrupteurs est fermé. Donc, il suffit que l'un est fermé, que le courant passe. Par la suite, dans la deuxième ligne, on a A égale à vrai et B égale à faux.
ça peut être traduit par le fait que l'un des interrupteurs est égal à vrai, c'est-à-dire qu'il est fermé. Et le résultat sera vrai. La ligne suivante, ça ressemble à la ligne 2 et ça donne le même résultat qui est le résultat vrai. La dernière ligne, on a les deux égales à faux, donc A ou B, ça donne faux. Dernier opérateur qu'on va voir, c'est l'opérateur OU exclusif. Donc A ou exclusif B, il est donné par la formule suivante. A ou exclusif B est égal à non A et B ou A et non B. Par la suite, si on applique cette formule, pour la première ligne, on aura la valeur faux. Pour la deuxième ligne, on aura la valeur vrai. Pour la ligne 3, on aura la valeur vrai. Et finalement, lorsque A égale faux et B égale à faux, on aura la valeur faux. Qu'est-ce que vous remarquez là? Donc, regardez bien les valeurs de A et B. Lorsque A et B sont de même valeur, possédant la même valeur, le résultat est faux, que ce soit à l'état vrai ou bien à l'état faux. Mais la valeur vraie n'est donnée par le OU exclusif que lorsque A et B possèdent une valeur différente. Donc, ou bien A égale à vrai et B égale faux, ou bien A égale faux et B égale à vrai. Dans ce cas, on aura la valeur vraie. On passe maintenant à une application sur les objets de type booléen et on va essayer de faire les expressions suivantes, d'évaluer les expressions suivantes. Donc, commençons par la première expression. 25 supérieur à 15 est évalué à vrai. 4 inférieur à 8 est évalué aussi à vrai. Et là, si on applique l'opérateur et, on aura vrai et ça donne la valeur vraie. L'instruction qui suit, l'expression suivante, 2 supérieur à 15 est évalué à faux, 14 supérieur à 8 est évalué à vrai, et là on a le cas où on applique l'opérateur OU entre une valeur égale à faux et une valeur égale à vrai. Donc faux ou vrai, ça donne vrai, comme on a vu précédemment. L'expression qui suit, 15 supérieur à 5, c'est évalué à vrai. 2 supérieur à 4, c'est égal à faux. 30 inférieur à 20, bien sûr, c'est faux. Si on essaie d'appliquer les opérateurs logiques OU et entre ces opérandes, on aura vrai ou faux et faux. Mais là, vous voyez bien qu'on a deux parenthèses. Là, on rappelle que la priorité des parenthèses est supérieure aux autres opérateurs qu'on peut appliquer. Donc, puisque les parenthèses sont plus prioritaires, on va calculer ou bien déterminer la valeur qui est entre parenthèses, puis on passe au reste de l'expression. Donc, vrai ou faux, ça donne vrai. Ensuite, on a vrai et faux, ça donne bien sûr la valeur faux. La dernière expression, on a 15 supérieur à 5 est évalué à vrai, 2 supérieur à 4 c'est égal à faux, 30 inférieur à 20 c'est faux, et si on applique les opérateurs logiques sur ces valeurs-là, on aura le résultat suivant. Donc, on a vrai ou faux et faux, mais là, l'opérateur est plus prioritaire que l'opérateur OU. Pour cela, on doit commencer par déterminer la valeur de la dernière opération, faux et faux, ça donne faux. Ensuite, on termine l'expression par évaluer vrai ou faux et ça donne la valeur vraie. Voilà, merci. Et on passe ensuite à la déclaration d'un objet de type booléen. Donc, comment déclarer un objet de type booléen? Au niveau algorithme, on met le nom de la variable au départ, puis on met le type qui est booléen. En Pascal, en utilisant le mot-clé var, on met le nom de la variable, deux points, booléen, et on finit par point virgule. Maintenant, le type caractère, le quatrième type qu'on va voir, donc, il est formé par les caractères alphabétiques majuscules et minuscules, les caractères numériques, les chiffres de 0 à 9, les caractères spéciaux, parenthèses, crochets, opérateurs arithmétiques, les ponctuations, etc., etc.
Les caractères sont ordonnés selon leur code ASCII. Et là, on connaît tous que chaque caractère possède un code ASCII qui est compris entre 0 et 255. Par la suite, les caractères, ou bien un caractère est représenté entre deux guillemets en algorithme et entre deux apostrophes en Pascal. Pour la déclaration du type caractère, donc un objet ou bien une variable de type caractère peut être déclarée comme suit. Donc on utilise le TDO au niveau algorithme et on met le nom de la variable, puis dans la colonne type, on met caractère. En Pascal, on utilise le mot-clé var, ensuite nom de la variable, deux points, char et point virgule. Les fonctions prédéfinies sur le type caractère, on va essayer de les comprendre à travers le tableau suivant. Donc là, vous avez quelques fonctions qui sont prédéfinies sur le type caractère. On donne le nom en algorithme, on donne la traduction en Pascal, puis on détermine la valeur correspondante pour un exemple bien déterminé. Donc on commence par la première fonction, c'est la fonction ord. Ça donne quoi la fonction ord? Elle permet de calculer le code ASCII correspondant au caractère en question. Par exemple, on a là ord du caractère majuscule A. En Pascal, elle est traduite aussi par le mot-clé ord. Donc, ord de A, qu'est-ce que ça donne? Le code ASCII de A majuscule, c'est bien sûr égal à 65. La fonction CHR, c'est la fonction réciproque de la fonction déjà vue. CHR en algorithme, c'est la même, on dit CHR, et ça permet de déterminer le caractère correspondant au code ASCII paramètre de la fonction. Dans notre cas, CHR de 97, c'est-à-dire déterminer le caractère correspondant au code ASCII 97 qui est le A minuscule. Suc, ça veut dire successeur. Donc, suc s'applique sur un objet ou bien sur une valeur de type scalaire, c'est-à-dire on peut l'appliquer sur les caractères, on peut appliquer suc sur les entiers. Par la suite, suc nous permet de déterminer le successeur, c'est-à-dire la valeur suivante. En Pascal, on dit aussi suc, et si on prend le caractère f majuscule, suc de f donne g majuscule. La fonction pred, c'est la fonction réciproque de suc. En algorithme aussi, on dit pred, ça donne le prédécesseur, donc le précédent de la valeur en question. Cette valeur, on a dit tout à l'heure que ça doit être de type scalaire, ou bien entier, ou bien caractère. Par la suite, pred de z, ce n'est que y majuscule. Majus, maintenant, la dernière fonction qu'on va voir, ça permet de déterminer plutôt la valeur majuscule, ou bien le majuscule d'un caractère en question. Si on prend majus de C minuscule, du caractère C minuscule, le résultat qu'on va voir, c'est le correspondant en majuscule. En Pascal, elle est traduite par le mot-clé upcase, donc on dit upcase de C, et c'est le résultat suivant qui est C majuscule. Donc le majuscule du caractère C minuscule, c'est C majuscule. Donc, maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on doit appliquer majus uniquement sur les caractères alphabétiques ou bien on peut l'appliquer sur le reste des caractères? Essayons de voir ça par l'exemple suivant. Donc, si on a par exemple upcase de A majuscule, le paramètre est déjà en majuscule, donc quel est le résultat donné? Bien sûr, ça reste le même, donc c'est A majuscule. Si on applique upcase à un caractère numérique, comme 5 par exemple, on aura quoi? On aura la même valeur toujours, on aura le caractère 5, puisque ça ne possède pas de majuscule. Si on applique ça sur un caractère spécial ou bien de ponctuation, comme le dièse dans notre exemple, ça donne toujours la même valeur. Par exemple, là, upcase de dièse, c'est le caractère dièse. Alors, une application concernant le type caractère, je lis la question. Donc, pour chacune des expressions suivantes, déterminer la valeur et le type de la variable x. On commence par le premier exemple. Donc, la première expression dit x reçoit ord de CHR de 66. Et là, on va évaluer cette expression comme suit. Donc, on connaît bien sûr que CHR
détermine le caractère correspondant au code ASCII passé en paramètre. Par la suite, CHR de 66, ça donne B majuscule. Si on applique la fonction ORD au caractère B majuscule, ça donne que X sera égal à 66. Et là, bien sûr, X aura le type integer. L'expression qui suit, on a X reçoit CHR de ORD de B majuscule. Là, ORD du caractère B majuscule, ça donne le code ASCII correspondant qui est 66. Si on applique CHR à 66, ça permet de donner le caractère en question. Donc, et là, c'est le caractère B majuscule. Par la suite, on aura X égale à B majuscule et c'est de type char. Là, pour les deux fonctions ORD et CHR, vous remarquez bien que ces deux fonctions sont réciproques. Si on les applique en même temps, le résultat sera égal au paramètre en question. On passe à la troisième expression. X reçoit CHR de ORD de B majuscule plus 32. Pour évaluer cette expression, on procède comme suit. Donc on commence par ORD de B, ça donne 66. 66 plus 32, ça donne 98. Si on applique la fonction CHR à 98, ça retourne le caractère minuscule B. Et là, X égale à B minuscule, son type c'est char. La dernière expression à évaluer, X reçoit upcase de CHR de 97. On va faire cette expression. Donc, on commence par évaluer CHR de 97. C'est le caractère A minuscule. Si on applique upcase, c'est-à-dire on cherche son majuscule correspondant, c'est le A majuscule et c'est le type char toujours. Voilà, on a terminé notre application et on passe maintenant au dernier type qu'on va voir aujourd'hui, c'est le type chaîne de caractères. Et là, une variable de type chaîne de caractères, c'est une suite de n caractères avec n compris entre 0 et 255. Une chaîne de caractères peut être représentée en algorithme entre deux guillemets et en Pascal entre deux apostrophes. Par exemple, on donne là quelques exemples de chaînes de caractères. Donc, mot 1, c'est une chaîne formée par des caractères alphabétiques, des espaces, le caractère de ponctuation, point d'exclamation, et mot 1, donc c'est égal au mot bonjour et bienvenue. Deuxième exemple de chaîne de caractères, mot 2 égale bac-2021. Et là, vous remarquez que c'est un mélange entre des caractères alphabétiques, des symboles de ponctuation et plutôt le caractère tiré et des caractères numériques. Finalement, on a pris un exemple qui comprend seulement des valeurs des caractères numériques. Donc, mot 3 égale 2021. Là, je pose une question. Est-ce qu'on peut utiliser mot 3 pour faire l'instruction suivante? Donc, est-ce qu'on peut calculer Y qui reçoit deux fois mot 3? Bien sûr, c'est interdit. Pourquoi? Parce que mot 3 est de type chaîne de caractères et avec les types chaîne de caractères, il est interdit d'utiliser les opérateurs arithmétiques. Donc, ça ne peut pas être l'objet d'un calcul arithmétique. Un autre exemple, M reçoit 2025 moins mot 3. Mot 3 qui contient 2021. Là, c'est aussi impossible parce que mot 3 est de type chaîne, 2025 c'est de type entier. M ne peut pas contenir le résultat de cette opération qui est interdite. Donc, on ne peut pas faire des calculs mathématiques avec des variables de type chaîne de caractères. Voilà, maintenant, on prend un exemple de chaîne de caractères et on va essayer d'accéder aux différents caractères de cette chaîne-là. Donc, on a dit qu'une chaîne est formée par des caractères successifs. Comment accéder à l'un de ces caractères de notre chaîne? Donc, par exemple, si on prend le premier caractère, qui est B majuscule, ça, on peut accéder à ce caractère-là à travers l'association du nom de la chaîne à l'indice de ce caractère. Donc, là, on peut dire que chaque caractère dans la chaîne
et identifie à travers son indice, donc qui commence toujours par 1. Et là, CH de 1 égale le caractère B. Maintenant, est-ce qu'on peut le manipuler? Est-ce qu'on peut le modifier? Donc, chaque caractère de la chaîne, bien sûr, ça peut être manipulé tout seul. Par exemple, on prend l'action suivante, CH de 7 reçoit 0. Ça permet de modifier uniquement le dernier caractère de la chaîne. Voilà maintenant la déclaration d'un objet de type chaîne de caractères. Donc, au niveau algorithme, dans le TDO, on met le nom de la variable chaîne. Et au niveau de la colonne type, on met chaîne. En Pascal, on met le mot-clé var suivi du nom de la variable, deux points, string et point virgule. Et on vous rappelle à ce niveau-là que la taille maximale d'une chaîne de caractères est égale à 255. Mais pour des raisons d'optimisation, on peut utiliser des chaînes de caractères avec une taille précise qui est inférieure à 255. Et là, on aura la deuxième méthode de déclaration qui est la suivante. Donc, on utilise le nom de la variable toujours, mais au niveau de la colonne type, on met chaîne de L, par exemple. Et on précise là la taille qui est L. En Pascal, on met nom de la variable, deux points, string de L et point virgule. Bien sûr, là, L ne doit pas dépasser 255. On va voir maintenant les fonctions et les procédures prédéfinies sur les chaînes de caractères. Et on commence par les fonctions. La première fonction, c'est la fonction concat. Cette fonction est traduite en Pascal aussi par le mot concat. Ça permet de concaténer les chaînes de caractères en question. On prend un exemple. Donc, supposons qu'on a une variable ch qui contient le mot Covid. L'instruction suivante, ch1, reçoit concat de ch et de la chaîne -19 nous permet d'obtenir dans ch1 la chaîne Covid-19. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a concaténé ch qui contient le mot Covid avec la chaîne -19. La fonction suivante, c'est la fonction long. En Pascal, on dit length, ça retourne la longueur de la chaîne en question. Par exemple, si ch égale Covid, long de ch, ou en Pascal length de ch, permet de mettre dans la variable L la valeur 5. Donc, si on met L reçoit length de ch, L reçoit la valeur 5 puisque ch contient le mot Covid qui est formé par 5 caractères. La fonction sous-chaîne, en Pascal on dit copy, elle accepte 3 paramètres, successivement une chaîne et deux nombres. Donc, elle retourne une sous-chaîne de n caractères à partir de la position P. Si on prend un exemple pour bien comprendre, soit ch, une chaîne qui contient le mot Covid-19, l'action ch1 reçoit copie de ch7,2 permet d'affecter à la chaîne ch1 la chaîne 19, permet d'affecter à la variable ch1 la chaîne 19. Donc, on a copié, on a pris une sous-chaîne de la chaîne ch qui commence au caractère 7 et qui prend 2 caractères successivement. La fonction qui suit, c'est la fonction position en algorithme. En Pascal, on dit pos. Elle accepte 2 paramètres de type chaîne. Par exemple, pos de ch1, ch2 retourne la première position de ch1 dans ch2. On prend un exemple. ch reçoit Covid-19. L'action P reçoit pos de tirer ch permet de déterminer la position ou bien la première position de la chaîne qui contient tiré dans la chaîne ch. Donc, si on regarde bien, le tiré apparaît pour la première fois au niveau de la position 6. Et par la suite, P reçoit la valeur 6. On passe maintenant aux procédures prédéfinies. Commençons par la première procédure. En algorithme, on dit valeur. En Pascal, elle est traduite par le mot val. Et ça permet de convertir une chaîne ch en une valeur numérique et l'affecte à d si c'est possible. Bien sûr, là, on a pris ch et d comme des paramètres
de val. Donc, val de CH, D, E, avec le troisième paramètre E, ça permet d'identifier ou de déterminer la position de l'erreur si elle existe. Donc, par exemple, on prend une variable CH1 reçoit 2021. Val de CH1 à E permet d'affecter la valeur 2021 à la variable A et la valeur 0 à la variable E. Pourquoi? Parce que CH1 est convertible en valeur numérique et par la suite, on aura sa valeur numérique dans A et E prend la valeur 0, indiquant qu'il n'y a pas d'erreur. On prend un deuxième exemple. Soit CH2 reçoit BAC 2021. Est-ce qu'on peut convertir cette chaîne en valeur numérique? Bien sûr que non, parce que CH2 contient un mélange entre des caractères alphabétiques et des caractères numériques. Et là, B prend la valeur 0 et E prend la valeur 1, puisque le premier caractère erroné, ou bien non numérique, c'est le caractère numéro 1, qui se situe à la position 1. La procédure conv.ch, en Pascal, est traduite par le mot str. Elle convertit un nombre décimal D en une chaîne de caractères et l'affecte à CH. Donc, par exemple, V reçoit 19. La str de V, CH, permet d'affecter la chaîne 19 à la variable CH. Donc, on aura CH égale la chaîne 1, 9. La procédure insert en algorithme, en Pascal, c'est insert. Elle insère une chaîne CH1 dans CH2 à partir de la position P. Là, comme vous remarquez, elle accepte 3 paramètres successivement, 2 chaînes et un entier. Par exemple, CH1 reçoit tiré, CH2 reçoit COVID-19. Si on applique l'instruction suivante, insert de CH1, CH2, 6, on aura dans CH2 la chaîne COVID-19. La dernière procédure qu'on va voir aujourd'hui, efface, en Pascal c'est delete, elle efface n caractères de CH à partir de la position P. Un exemple sur cette procédure, CH reçoit COVID-19, delete de CH 6, 3 permet d'avoir dans la chaîne CH le mot COVID. Et là, on a effacé 3 caractères à partir du 6e. Une application pour bien comprendre ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour le type chaîne de caractères. Je lis l'énoncé, donc complétez le tableau suivant, sachant que CH1 égale le mot BAC et CH2 égale 2020/2021. Voilà notre tableau dans lequel on va compléter la colonne variable résultat, la colonne valeur, selon l'expression ou l'instruction qu'on va essayer de l'exécuter ensemble. Donc, on prend la première instruction. CH reçoit concat de CH1, le caractère espace et CH2. Là, vous avez une action d'affectation et bien sûr, le résultat sera récupéré dans la variable qui est à gauche de l'affectation, qui est la variable CH. Donc, CH, c'est la variable résultat de l'instruction. Que contient CH après l'exécution de l'instruction? On aura donc dans CH la concaténation de CH1, puis l'espace, puis CH2. Et là, on aura BAC espace 2020/2021. L'instruction qui suit, elle reçoit l'angle de CH2. Toujours une action d'affectation. Donc, elle, c'est la variable résultat. Et sa valeur sera 2020/2021. Donc, la taille de 2020/2021. Donc là, c'est 9, puisque ça contient 9 caractères. L'instruction suivante, plutôt, CH reçoit sous-chaîne de CH 1, 3, plus sous-chaîne de CH 10, 4. Donc là, l'opérateur plus, il est utilisé pour faire la concaténation. Donc, ça permet d'effectuer la concaténation des deux parties à droite de l'affectation.
on a là une sous-chaîne, donc de la chaîne CH qui commence à la position 1 et qui compte 3 caractères. Ensuite, une sous-chaîne de CH 10, 4 qu'on va associer ensemble. Le résultat sera la variable CH et sa valeur sera la concaténation des deux parties suivantes qui donne le mot bac 2021. Ensuite, on a l'appel d'une procédure, la procédure efface. Donc, efface de CH 1, 3 produira un résultat dans la variable CH et ce résultat, c'est bien sûr CH après l'effacement des 3 caractères qui commencent à 1. Donc, on aura le mot 2021. Valeur de CH à E. La variable résultat ou bien les variables résultats seront les variables A et E. Donc, on a là 2 résultats ensemble. Donc, dans A, on aura la conversion de CH en valeur numérique si c'est possible. Et dans E, on aura bien sûr la position de l'erreur si ça existe. Donc, puisque CH est convertible en valeur numérique, on aura dans A la valeur numérique correspondante qui est 2021, alors que E prend la valeur 0, indiquant qu'il n'y a pas d'erreur. À la fin de cette leçon, je tiens à vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite une bonne révision et à très bientôt.